Apparues sur Terre il y a plus de 400 millions d'années, les plantes font partie des premières formes de vie ayant colonisé notre planète. Elles ont contribué à apporter la matière organique nécessaire à la vie d'autres êtres vivants. Elles peuplent presque tous les milieux, dans des conditions parfois extrêmes, grâce à des adaptations impressionnantes. Elles ont évolué en prenant des formes, couleurs, tailles toujours plus originales et mettant en place des techniques de survie ou de défense insolites. Pourtant, je me suis rendu compte que nous les considérons plus pour leur utilité, leur côté esthétique ou comme une partie d'un paysage. J'ai eu envie de comprendre ce règne végétal si proche, mais malgré tout si méconnu. Suite aux dernières découvertes, de nombreux débats agitent la communauté scientifique. Les plantes pourraient-elles être capables de communiquer? Seraient-elles dotées d'une forme de conscience, voire d'intelligence? J'ai décidé de mener ma propre enquête autour des incroyables capacités de ce règne végétal. À première vue inerte, je me suis toujours demandé si les plantes étaient aussi passives qu'en apparence. Et si elles pouvaient interagir avec les autres espèces, de quelque manière que ce soit? Je commence mes investigations en rencontrant Francis Martin. Donc c'est facile de prendre l'appareil photo puis de venir tourner, voir comment ça bouge d'une semaine sur l'autre. Oui, c'est vrai que c'est Par exemple, là, on a plein de petits champignons coraux qui est en train de ronger l'arbre. décomposeur, donc. Un décomposeur, ça, ouais. Et les décomposeurs, ils ont toujours leur garde-manger comme ça sur place. Donc ça, c'est assez typique. Ça fait un moment qu'il est là, lui. Il va lui falloir 10, 15, 20 ans pour manger tout ça. Waouh. Ouais. Mais il va être accompagné d'autres, hein, mais... Quand un arbre on le laisse sur le sol, comme c'est le cas ici, ben il va être attaqué par toute une succession de champignons décomposeurs, de dégradeurs du bois, de fossoyeurs qui vont petit à petit, chacun l'un après l'autre, ou par vagues successives, des dizaines d'espèces qui vont arriver et qui vont dégrader le bois dans ses différents états de décomposition. Et donc sur 15, 20, 30 ans, on va avoir comme ça des centaines d'espèces de champignons décomposeurs qui vont se succéder, pour qu'à la fin, il ne reste plus qu'une poudre, les minéraux constitutifs de l'arbre. Et c'est ces minéraux qui vont venir alimenter la litière, l'humus, et assurer la fertilité du sol. Si je déterre un petit chêne, eh bien on s'aperçoit que toutes les petites racines sont en connexion, en dialogue, en interaction avec les champignons symbiotiques, les champignons mycorhiziens qui forment des symbioses mycorhiziennes, c'est-à-dire racines champignons. Le champignon, il envoie dans le sol tous ces réseaux de filaments mycéliens qu'on voit ici, hein, par exemple. Il faut imaginer moi je les imagine facilement, hein, tous ces réseaux qui plongent dans le sol, et ils absorbent les éléments nutritifs et les ramènent vers la mycorhize, la racine en interaction avec le champignon. Et une bonne partie de ces éléments nutritifs, absorbés dans le sol, l'azote, le phosphate, le potassium, les microéléments, eh bien, sont donnés à l'arbre. Alors quand je dis donnés, ils sont plutôt échangés. À peu près un tiers, un quart des sucres qui sont fabriqués par ces feuilles
vont être donnés aux champignons, à la fois au niveau de la racine mycorhizée, de la racine symbiotique, mais surtout pour construire ce réseau mycélien qui va explorer le sol. Ce chêne sans terre qui est derrière moi, il ne peut pas survivre, il ne pourrait pas survivre, croître, pousser, s'il n'était pas associé à ces champignons symbiotiques. Ils ont eu un rôle fondamental pour la colonisation des terres émergées, des continents, il y a plus de 400 millions d'années. Quand les plantes ont atterri, ont commencé à coloniser les continents, ce sont ces champignons-là qui ont aidé la plante à survivre dans des conditions à l'époque extrêmes de sécheresse, d'ensoleillement, d'UV, et il n'y avait pas de sol. Et donc c'est ces champignons qui ont aidé les plantes à coloniser les continents. Ils ont un rôle, cette symbiose, elle a vraiment un rôle fondamental. C'est pour ça que je travaille sur cette symbiose depuis plus de 40 ans. Puisque l'arbre est statique, il risque de manquer de ressources à force de les puiser au même endroit. Il a ainsi trouvé une solution pour aller les chercher plus loin grâce à cette symbiose. Les plantes pourraient-elles avoir des interactions plus complexes avec d'autres êtres vivants ? Depuis plus de 25 ans, Ian Baldwin et son équipe étudient les stratégies de défense du tabac sauvage américain. Les découvertes de ces chercheurs, témoignant de la sophistication du monde végétal, m'ont stupéfaite. So we were particularly interested in plant-insect interactions, how plants keep from being eaten. When you're at the bottom of the food chain, like all plants are, everybody wants to eat you. And this particular plant here has evolved a super good chemical defense. It's called nicotine. But there is a caterpillar out there called Manduca sexta, which has the world's record for nicotine tolerance. It can ingest about 100 times more nicotine than a very well-adapted Gaulois cigarette smoker. And what we wanted to do was to study how this plant deals with that caterpillar that has broken through this incredibly useful chemical defense. The Manduca moth, after it nectars on the flower, it lays an egg. The caterpillar, in order to chew a leaf, has to have special saliva. Actually is the recognition molecule that the plant uses to say, aha, I am being eaten by Manduca sexta. So that means I have to do something special because I'm being eaten by someone who does not care about nicotine. So the plant produces lots of different types of chemistry. They actually slow the caterpillar growth down. But at the same time, the plant also produces a bunch of volatile signals. It's like a Chanel No. 5. They puff out these different chemicals that attract predators. And one of the predators that you filmed is Geocorus pallens. La punaise Geocoris dispose d'un rostre qui lui permet de piquer sa victime. Elle attaque ainsi la chenille avant de la dévorer de l'intérieur en insérant sa langue. Now, if the caterpillar doesn't get killed by those predators and grows to a bigger Bratwurst-sized caterpillar, those bigger caterpillars are invulnerable to the small predators. But the plant then has other strategies to attract bigger predators like lizards. And it does that by
producing compounds that are called acyl sugars that when the caterpillar eats those compounds, now caterpillar poop, when it's eating a leaf, falls to the ground. And very quickly, they sort of give a signal to lizards that are walking around on the ground, knowing, there's a pooping caterpillar up here. And they come and they climb up to the plant and eat the caterpillar. Mais les incroyables capacités de cette plante ne s'arrêtent pas là. Si elle est trop affectée par les chenilles, elle peut changer son cycle de floraison de la nuit au jour en 1 semaine. Elle attire ainsi un nouveau pollinisateur, un colibri. Mais alors, pourquoi n'adopte-t-elle pas cette pollinisation de jour avec le colibri ? Yann m'explique que le papillon de nuit parcourt davantage de distance que l'oiseau, qui, lui, reste à côté de son nid. La plante obtient ainsi plus de diversité génétique pour ses futures générations. Now, is that manipulation or not? That's, in my mind, that would be very strong evidence of manipulation. And there's plenty of evidence that plants are not only using their chemistry to defend themselves, but also to change the chemistry of the things that are eating them. Change their reproductive cycles, change their hormonal status, maybe even silence genes in them. So, if you're the cook of the world, you can control all the consumers. Loin d'être inertes, les plantes ont développé tout un arsenal de techniques sophistiquées pour se nourrir, se reproduire et se défendre. Pourtant, dans notre inconscient collectif, nous les avons longtemps considérées comme des êtres simples et inférieurs. Nos expressions en sont un parfait miroir. Végéter, finir comme un légume, être bête comme chou. Alors, d'où vient cette vision encore profondément ancrée dans notre culture qui place le végétal tout en bas de l'échelle du vivant ? Les relations historiques qu'on a avec le monde végétal, en Occident en tout cas, sont quand même conditionnées par ce qu'on appelle l'échelle des êtres. Donc l'idée qu'il y a une hiérarchie dans le monde vivant, il y aurait les humains au sommet, puis de la création, comme on disait à l'époque, puis il y aurait les animaux, et puis il y aurait les végétaux, et encore en dessous les minéraux, donc les choses complètement inertes. Et ça, c'est une vision qui est elle-même héritée de la philosophie antique en partie, et donc qui conçoit que finalement les végétaux sont des êtres quand même inférieurs, parce qu'ils n'auraient pas de sensibilité, ils n'auraient pas non plus de cognition, d'esprit, et ils auraient une forme d'âme vraiment rudimentaire, voire pas du tout d'âme. Alors, de nouveau, il y a des raisons historiques et très pratiques à ça. C'est-à-dire que les végétaux et les animaux, à la base, c'est quand même notre alimentation. Et c'est une dimension, notre rapport avec eux est principalement utilitaire. Et donc ça, c'est inévitable, puisqu'on a besoin de se nourrir, d'exploiter le monde qui nous entoure dans une certaine mesure, en tout cas pour produire des matériaux, des vêtements, tout ce qu'on veut. Et donc là n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir uniquement surinvesti cette dimension au profit d'autres. C'est pas parce que vous vous nourrissez de certaines espèces, qu'elles soient animales ou végétales, que vous les exploitez d'une manière ou d'une autre, que ça vous dispense d'avoir en fait une relation en quelque sorte sociale ou éthique. C'est-à-dire que vous les prenez en compte dans le réseau de relations que vous avez avec ce type d'être. Immobile, insensible, sans âme ni esprit. Depuis l'Antiquité, cette vision a perduré. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que la science s'intéresse à nouveau au monde végétal. En 1880, Charles Darwin publie La faculté motrice dans les plantes, ouvrant enfin la voie à de nouvelles recherches. Les plantes, les arbres en particulier, sont capables de percevoir tous les facteurs de leur environnement. La température, le chaud, le froid, la sécheresse, l'excès d'eau,
la présence d'une source d'ions dans le sol au niveau des racines, la lumière. Un exemple, dans la perception de la lumière, on a un sens qui ressemble au sens de la vision, entre guillemets bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'œil et il n'y a pas de cerveau pour faire une image. Mais deux arbres côte à côte se perçoivent l'un et l'autre par la lumière infrarouge qui est réfléchie par leurs feuilles. Et la réponse, c'est quoi? C'est une réponse d'évitement, une réponse de croissance qu'on appelle une réponse d'évitement. Et pour les arbres, c'est pousser le plus vite possible vers le haut pour gagner la lumière, pour passer au-dessus de son voisin. Donc ça passe sa vie à analyser son environnement et à répondre de manière adaptée. On pense souvent que les plantes sont pas sensibles parce qu'elles n'ont pas des organes de sens qu'on voit immédiatement, comme nos yeux par exemple. En fait, les plantes sont très sensibles, mais elles ont des capteurs, des récepteurs qui sont diffus. Le seul sens qui ressemble un peu chez nous, c'est le toucher. Je peux sentir le toucher n'importe où dans mon corps. Il faut imaginer que chez les plantes, tous les sens sont comme ça. Donc elle a déjà une information qui est très distribuée par rapport à nous. Et ça, c'est une grosse différence. Par exemple, quand elle va subir un coup de vent, qui est un grand danger pour les plantes, le vent, eh bien, elle va sentir sa déformation tout au long de son corps et elle va l'intégrer quand même si elle n'a pas de cerveau, pour en faire quelque chose qui lui dit tout ce qu'elle a senti. Bruno Moulia et son équipe se sont ainsi aperçus que les arbres réagissaient très rapidement. En une seconde, ce stimuli est capté par la partie de la plante subissant la déformation. Et bien qu'elle n'ait pas à proprement parler de système nerveux ni de cerveau, un signal électrique circule alors pour informer le reste de la plante. Cependant, l'intensité de ce signal diminue au fur et à mesure de la distance, jusqu'à s'arrêter au bout d'une vingtaine de centimètres. Mais alors, comment l'information peut-elle bien se propager dans le reste de la plante ? Au fil de ses recherches, l'équipe a révélé la présence d'un autre signal, un signal hydraulique, passant par le système circulatoire de la plante. Ce signal hydraulique, plus rapide, permet de couvrir de grandes distances dans la plante. La combinaison de ces deux signaux donne un signal hydroélectrique qui informe l'ensemble du végétal d'une variation de son environnement, voire d'un potentiel danger. Ainsi, la plante peut réagir en conséquence. Voilà, donc on longe la plantation de sapins. On voit des troncs bien droits, pas mal de troncs tombés. Et puis là, sur le bord du talus, en voilà un qui a une jolie courbure. Ah oui, regarde, on voit bien donc cette belle courbure de la base. Et puis la décourbure au-dessus. Et puis tu vois, quand tu regardes vers le haut, que le tronc est redevenu parfaitement rectiligne, droit comme un i. Donc lui, il a bien réussi son redressement. Alors, comment fait-il cela ? Parce qu'on ne voit pas de muscles, il n'y a pas de muscles dans un arbre. Nous, on a des muscles pour se tenir debout, pour corriger notre posture. On a aussi des muscles donc, commandés par des nerfs, par un système nerveux, un cerveau. Il n'y a pas tout ça. Dans un arbre, il n'y a rien de tout ça. Donc, comment ça se passe ? Alors, pour savoir, il faudrait couper ce danseur. Alors, ce serait dommage, donc on va le laisser en place et on va regarder un de ses cousins à qui il est arrivé un petit peu la même chose et qu'on a coupé. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, on peut même s'en douter en remontant le temps. Le dernier cerne qui a été mis en place, c'est celui de l'année de la coupe de l'arbre. Il a été coupé en 2016. Donc, je remonte le temps. Donc, ici, j'ai 2016, 2015, 2014, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc ici, ce premier cerne déformé, c'est celui de l'an 2000. Et le cerne d'avant, le dernier normal, c'est le cerne de l'année 1999. Eh bien, si vous vous souvenez, il est passé sur la France 2 terribles tempêtes pendant la période de Noël qui ont mis par terre pas mal de nos forêts.
et qui ont tenté de tuer ce jeune sapin. Donc il a été incliné par la tempête, mais il n'a pas été déraciné, il est resté vivant, comme lui, et il a entrepris de se redresser. Comment? En mettant en place ce bois aux cernes dilatées et un peu particulier. Ce bois a, chez les conifères, tendance à se dilater en maturant, en vieillissant, en avançant d'année en année. Il va se dilater dans le sens longitudinal, donc dans le sens du tronc. Et en se dilatant, eh bien, il agit comme un vérin en poussant le tronc qui était incliné ici. Il le pousse et il le courbe pour qu'il se redresse à la verticale. C'est la preuve flagrante qu'un arbre est un être sensible. Sensible, ça veut dire quoi? C'est le terme sensible au sens biologique du terme. Ça veut dire être capable de percevoir une information et d'y répondre de manière adaptée. On pense souvent que les plantes orientent leur croissance essentiellement par rapport à la lumière. Parce qu'on sait que c'est important pour les plantes, la lumière. Et puis on a tous une expérience d'avoir un pauvre pot dans l'appartement et qui cherche désespérément à aller à capter un peu de lumière. Tout le monde a vu ça. Pour autant, c'est pas suffisant de percevoir la lumière. Pour comprendre les différents sens qui sont impliqués dans le contrôle de la croissance orientée, du mouvement de la plante pendant sa croissance, il faut arriver à pouvoir séparer pas à pas chacun. Et donc, la première chose, ça a été d'enlever l'effet d'orientation de la lumière. On ne peut pas enlever la lumière si vous regardez une réponse longue comme celle d'un arbre. Du coup, on a pensé à cette idée de lui donner de la lumière, mais de la lumière qui ne lui dirait pas vers où est le haut et le bas. Il n'y aurait pas un ciel. Et c'est cette sphère qui permet d'avoir de la lumière qui est partout pareille. Donc quand on a mis une plante dans une sphère comme celle-ci, la chose qu'on voit, c'est qu'elle se redresse vers le haut. Et donc elle s'est orientée par rapport à quelque chose, et ce quelque chose, c'est la gravité. Donc elle est capable de sentir où elle en est, et en fonction de ça, de réagir pour revenir vers une position plus rectiligne, en fait, plus verticale, plus exactement. Pour comprendre comment elle est capable de mesurer cette inclinaison par rapport à la gravité, il faut rentrer dans la plante, zoomer avec un microscope, jusqu'à voir les cellules à l'intérieur. Et on remarque que dans ces cellules particulières, il y a des petits grains, c'est des grains d'amidon. Et au moment où il va tourner, voilà ce qui se passe. Il y a une avalanche de ces grains dans la cellule. Et cette avalanche va permettre à la plante de savoir où est le bas. Mais un peu plus que ça. La plante, grâce à ça, elle est capable de percevoir et de calculer, en un certain sens, sa pente au degré près. Et ça, c'est une grosse invention des plantes. Nous, on n'a que 2 capteurs de la gravité, on en a un par oreille, et puis c'est tout. Les plantes, elles ont miniaturisé, elles ont des tout petits capteurs, et elles sont capables d'en mettre tout au long de leur corps. Et donc elles ont un sens beaucoup plus précis, beaucoup plus distribué, elles savent à tout endroit où elles en sont. Une fois qu'on a compris comment la plante perçoit son inclinaison par rapport à la gravité, on peut essayer de l'empêcher de le percevoir. En mettant les billes en suspension, on suspend aussi la possibilité pour la plante de percevoir son inclinaison. Et la question est, qu'est-ce qu'elle fait alors? Les plantes, tout comme les humains, ont ce sens, ce 6e sens, qu'on appelle la proprioception, le sens de ma forme. Quand on réalise que la plante sent la forme de son corps, on est souvent amené à se poser la question, mais est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'il y a une conscience chez la plante? Et la réponse est pas nécessairement. Par exemple, moi, en parlant, je sens sans arrêt la position de mon corps, la forme de mon corps, et je la rectifie pour me tenir bien devant vous. Et pour autant, je n'en suis pas conscient. Je peux me rendre conscient de ça. Je peux dire, ah tiens, je suis en train de faire ça. Mais la plupart du temps, je suis inconscient. Et pourtant, je le fais. Donc, c'est autre chose que de se percevoir et d'être conscient qu'on se perçoive. Donc la plante se perçoit. On n'a pas d'évidence qu'elle en soit consciente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas, mais on n'en sait rien.
Chez les animaux, par exemple, il y a des expériences qui sont faites sur le test du miroir pour voir si un animal se reconnaît dans le miroir et donc voir si il n'aurait pas là une forme de conscience de l'humain, enfin de son corps en tout cas. Et on peut se demander chez les végétaux s'il n'existe pas des formes de reconnaissance de soi minimales de ce type-là. Et ça, en fait, ça existe aussi puisqu'il y a une connaissance de la situation du corps de la plante dans l'espace, qu'elle intègre dans la manière dont elle croît, voilà. Donc c'est une forme de conscience du corps, si on veut parler de conscience. Et puis il y a aussi une reconnaissance en fait du soi par rapport à du non-soi. Alors est-ce qu'on veut appeler ça conscience ou pas? Comme je disais, tout dépend du degré auquel on place la conscience. Ah, des sensitives. C'est la fameuse Mimosa pudica. En fait, elles sont exposées, donc tout le monde les touche. Du coup, elles ont appris à ne plus fermer leurs folioles quand on les touche. Vous voyez? Alors que si on les pince, par exemple, alors elles se ferment quand même. Donc ça, c'est quand même une preuve assez intéressante d'apprentissage par habituation. La plante qui est la plus évidente dans sa sensibilité, elle s'appelle la sensitive ou Mimosa pudica. On la trouve dans les jardineries. C'est un petit mimosa en fait qui, quand on le touche, va avoir un mouvement rapide de retrait. Elle va se recroqueviller sur elle-même. C'est connu depuis très longtemps, mais c'était considéré un peu comme une curiosité. C'était la plante qui était un peu comme les animaux. Et on n'imaginait pas qu'en fait toutes les plantes l'étaient. Et la raison, c'est parce que la sensitive a une réponse très rapide, mais les arbres ont des réponses qui sont lentes parce que ce sont des réponses de croissance et on ne les voit pas. En fait, elles sont très rapides dans le temps, elles arrivent tout de suite. Mais comme nous, on ne voit pas la croissance, on ne se rend pas compte qu'elle a changé. Et donc le fait que notre système visuel ne nous permettait pas de voir ce que font les plantes tout le temps, nous empêchait en fait de comprendre, de réaliser qu'elles étaient en train sans arrêt de répondre à ce qu'elles sentaient. Ici, c'est une expérience qui a pour but de mettre en évidence le fait que les arbres perçoivent le mouvement au vent, les déformations qu'ils vont avoir, et répondent par une croissance, et en particulier une croissance en diamètre, celle qui est liée à la production de bois. Et donc ici, on a un capteur qui permet de savoir les mouvements que fait l'arbre, et ici, là, avec ce petit palpeur, un capteur de variation de diamètre. Et donc, plus il y a de vent, plus il va me faire de bois. Des fois, 2 fois, 3 fois plus de bois que s'il n'y avait pas de vent. On peut comparer ce qui se passe au fur et à mesure du temps. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'au début, il va répondre beaucoup à un coup de vent, puis petit à petit, il va s'habituer. Il va comparer avec ce qu'il a connu déjà. Et on s'est aperçu que ça pouvait durer, cette comparaison, au moins une semaine, mais même des fois jusqu'à plusieurs mois. Et donc il y a une sorte de mémoire qui est présente et qui permet ça. Avec toutes ces révélations, je ne peux m'empêcher de me poser une question qui fait l'objet de nombreux débats actuellement. Les plantes pourraient-elles faire preuve d'une forme d'intelligence ? C'est tellement sophistiqué, la biologie d'un arbre, qu'effectivement on peut se poser la question, est-ce que les arbres, ou plus généralement d'ailleurs, est-ce que les plantes sont intelligentes? Alors j'ai l'habitude de répondre que oui, les plantes sont intelligentes, mais il faut définir ce qu'est l'intelligence. Si l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à son milieu et de réagir à son milieu, la réponse est catégorique. Les plantes sont intelligentes. Mais les bactéries sont intelligentes aussi et les limaces sont également intelligentes. C'est-à-dire que la plupart des êtres vivants sur notre planète sont intelligents au sens où ils sont, ces organismes, parfaitement adaptés à leur écosystème. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence cognitive que les humains possèdent, c'est-à-dire la capacité de penser. Chez l'humain, le langage est très important pour pouvoir construire des idées, pour penser, et les manières dont vous représentez le monde, les concepts, etc., passent par la représentation mentale. Et tout ça, évidemment, est biologiquement lié au cerveau. Donc, déjà là, on voit que cette théorie classique de la cognition, elle est difficilement applicable au monde végétal. D'un autre côté, il faut bien pouvoir rendre compte de ces facultés de mémoire et d'apprentissage d'une autre manière. C'est une question difficile parce que
L'intelligence n'est pas la même pour tout être vivant. C'est-à-dire qu'une plante, elle n'a pas à répondre des problèmes d'homme. Si on lui fait un QI, elle va être nulle, elle ne connaît rien, donc elle est nulle. La plante, elle doit répondre des problèmes de plante. C'est ça d'être intelligent, d'être capable de répondre aux problèmes qui se posent pour elle. C'est pas n'importe quelle situation qui va faire preuve, qui va permettre de dire que l'organisme fait preuve d'intelligence. C'est des situations bien spécifiques où l'organisme doit par exemple poser des choix. C'est-à-dire qu'il y a des alternatives, c'est pas forcément un choix conscient, mais c'est une forme de traitement de l'information qui nécessite une prise de décision et d'orienter le comportement, l'activité plutôt dans une direction, plutôt dans une autre, quoi. Donc poser une forme de choix. Donc pourquoi je dis choix? Parce que c'est pas non plus réductible à du hasard. Ça dépend des circonstances et on va dire des intérêts de la plante, quoi. La forêt, les arbres sont suffisamment beaux par eux-mêmes. Ce sont des organismes très différents de nous, qui fonctionnent de façon très différente. Ils n'ont pas de cerveau, même dans leurs racines. Ils n'ont pas de système nerveux, mais ils ont trouvé des moyens de vivre sur cette planète, différents des mammifères et des humains que nous sommes. Ce sont des altérités. Tous ces traits qui sont typiquement humains, il ne faut pas essayer de les donner aux arbres. S'intéresser aux plantes, essayer de mieux les comprendre. Ouvrir nos esprits afin de découvrir les autres capacités de ces êtres surprenants et réfléchir aux nouvelles possibilités de cohabitation. Une conscientisation qui ne se concrétise pas seulement à travers les sciences, mais aussi dans différents domaines, qu'ils soient par exemple artistiques ou encore agricoles. Un peu de naturalité, faut qu'il en soit. Jean Toby se trouve au carrefour de ces réflexions, en marge des sciences. Il se décrit comme musiniériste, car il combine ses activités de pépiniériste avec celles visant à révéler la musique interne des plantes. Donc quand on veut écouter un végétal, en fait, on va capter l'activité électrique de surface d'un végétal et on va transcoder cette courbe qu'on va recevoir en son. On a par exemple ici l'activité électrique en direct de la plante. Donc on voit ici donc une tessiture qui est très large, hein, ça va de 46 Hz jusqu'à quasiment 18-19 000. Et ça me montre une plante en très très bonne santé. Alors, on ne comprend pas tout, mais si je monte le son de ce qui est transcodé, eh bien on va avoir ceci. La couleur du son que l'on va mettre sur l'activité électrique, c'est ce qu'on va décider nous. La plante, elle ne joue pas de piano, elle ne joue pas de saxophone, c'est la couleur, c'est nous qui la décidons. Alors là où ça devient intéressant, c'est qu'en théorie, on pourrait mettre n'importe quel type de son sur n'importe quel type d'activité électrique. Ça, c'est la logique. Sauf qu'avec les plantes, eh bien, la plante s'entendant elle-même, si on met un son qu'elle n'aime pas, ou ne veut pas, ou ne souhaite pas, ou je ne sais pas quoi, ça peut réduire son activité électrique, ou même l'arrêter. Mais on a aussi une deuxième activité portée sur la culture générale, sur les agriculteurs, sur l'horticulture, sur les gens qui ont besoin de traiter les végétaux. Et cette musique des plantes va pouvoir effectivement améliorer l'état de la culture. Quand on va dans une culture et qu'on branche l'activité et que la culture est très très faible, on amène nous une plante, on la branche, on la sonorise comme on fait ici maintenant.
eh bien la plante de la culture qui était faible reprend une activité qui est supérieure lorsque nous sommes arrivés. Et si on reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, l'activité augmente. Rien que par le fait d'entendre l'autre. Ça, pour nous, c'est factuel. J'avais déjà entendu parler des supposés effets que pouvait avoir la musique sur la croissance des plantes en culture. Les recherches scientifiques récentes ont montré que les plantes étaient capables de percevoir des sons. Mais au-delà de cette découverte, il semblerait qu'elles ne soient pas particulièrement sensibles à la musique créée par les hommes. Jean Toby a eu l'idée d'encoder musicalement les activités électriques des plantes, comme on le fait avec un synthétiseur. Il a ensuite diffusé cette musique électronique à d'autres plantes au sein d'une culture, afin de voir si cette musique pouvait avoir un impact sur elles. Par exemple, il connecte une fougère et la dispose au milieu de plantes parcourues de signaux électriques faibles. Il diffuse alors dans la culture la musique électronique retranscrite à partir de l'activité électrique de la fougère. D'après lui, les autres plantes semblent augmenter en quelques heures leur propre activité électrique. Ce qu'il faut bien comprendre dans la nature, ce qu'on n'a pas forcément bien compris quand on cultive à grande échelle, c'est que rien n'est parasite. Ça n'existe pas les parasites en fait. Quand on dit par exemple que les pucerons ou le mildiou est un problème, c'est pas le mildiou ou le puceron qui est le problème, c'est le déséquilibre. Parce que je sais bien, je suis pas fou, je sais quand il y a plein de mildiou sur une vigne, on a un gros problème effectivement. Mais c'est pas le mildiou le problème, c'est l'invasion du mildiou, c'est le déséquilibre. Idem pour le puceron, etc. Par contre, quand on a l'équilibre partout, on a très peu de mildiou, mais un tout petit peu, on a un tout petit peu de puceron, on a un petit peu de cochenille, un petit peu, voilà. Sur les herbes, etc., les plantes sont en très bonne santé. La plante va gérer son équilibre et il y aura, on a un exemple d'un maraîcher près de Dax qui cultivait tous ses légumes dans des serres complètement fermées, hermétiques aux insectes, avec des filets pour que les insectes ne rentrent pas. Et il a utilisé la première méthode à titre protocolaire au départ. Puis la deuxième année, il a vu que ça marchait, donc il a fait sur toute l'entreprise. Et 3 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a enlevé tous les filets, il a enlevé tout. Mieux, il a même planté des fleurs sauvages autour de ces serres, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus d'insectes. C'est assez intéressant. Plus il y a d'insectes, plus il y a de vie sur son site, plus les légumes sont beaux, en bonne santé et pas attaqués. Tiens donc. Ces expériences réalisées par Jean Toby n'ont pas encore été testées et approuvées par la communauté scientifique. Des polémiques se créent parfois autour de découvertes. Mais je me dis qu'il est important d'étudier les interactions entre les espèces pour pouvoir maintenir un équilibre en adéquation avec les enjeux de demain. S'il y a un concept qui me fascine là, assis au milieu de la forêt, c'est la notion ou le concept d'arbre-monde. Prenons un chêne, un vieux chêne qui a plusieurs centaines d'années. En fait, il y a près de 2000 espèces d'organismes qui vivent autour de ce chêne, qui sont inféodés à cet arbre. On a même comptabilisé plus de 350 espèces qui dépendaient totalement du chêne. Si un chêne disparaît, ces 350 espèces sont incapables d'aller vivre sur un autre arbre. D'où c'est là l'inquiétude des forestiers avec le changement climatique. On a beaucoup d'espèces d'arbres qu'on connaît aujourd'hui dans nos forêts, dans le nord de la France par exemple, qui vont souffrir, qui vont dépérir, qui vont disparaître. C'est tout un ensemble d'univers qu'ils portent, qui vont s'effondrer, qui vont disparaître. Donc c'est quelque chose qui est préoccupant. En fait, il faut absolument comprendre ces interactions entre les êtres vivants pour pouvoir espérer atténuer les impacts qui vont être considérables du changement climatique. Alors, voyons, let me see the famous experiments, your big experiments. So this is the box system. So, là, on voit bien les racines, le champignon. Peut-être des mycorhizes. Maybe you have already some mycorrhizae there. No, Maybe. too early.
At least we can see short roots here. Yes. Royong est en train de tester si ce champignon pourrait aider la plante à survivre aux sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus multiples. On a connu les sécheresses de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Peut-être qu'en 2023, on va avoir une nouvelle série de périodes sans précipitation. Donc les arbres souffrent beaucoup de la sécheresse et il y a probablement aujourd'hui 10 à 15% des arbres dans les forêts françaises qui sont en train de dépérir. C'est le travail du projet de thèse de Royong, c'est de vérifier, de tester en tout cas, pas de vérifier, de tester si certains champignons symbiotiques, comme celui-ci, ce champignon noir, est capable de s'installer sur le système racinaire et d'aider la plante à absorber plus d'eau pendant les périodes de sécheresse, et à atténuer l'impact de la sécheresse. Est-ce qu'un champignon mycorhizien peut être identifié et puis domestiqué pour s'installer sur le système racinaire et aider la plante à croître en conditions de sécheresse. Je prends conscience que les milieux naturels regorgent de possibilités encore inconnues, tant que l'on ne s'est pas intéressé de plus près à toute la diversité des espèces et à leurs capacités. Avec la disparition de ces espèces, qu'elles soient animales ou végétales, nous perdons les trésors qu'elles conservent. Elles pourraient révéler de potentielles solutions salutaires pour l'avenir de l'homme. Je suis allée à la rencontre de Camille lors d'une journée visant à collecter des graines de fleurs sauvages provenant d'une prairie naturelle. Mon travail, ça va être de venir réaliser de la restauration de milieux naturels qui ont été dégradés de différentes manières. Des bords de route, par exemple, des travaux divers ou dans des milieux comme on est aujourd'hui agricoles, où il y a eu soit de l'enfrichement, soit de la mise en culture qui est venue dégrader un milieu naturel. En restauration écologique, on prend en compte ce qu'il y avait avant, donc l'écosystème qu'il y avait avant et toutes ses fonctionnalités. Mais on doit aussi, et ça c'est dans la définition de la restauration écologique, on doit aussi prendre en compte sa pérennité et donc son adaptation. Nous avons segmenté les parcelles et les milieux. Restaurer cette diversité végétale, c'est aussi permettre de reconnecter ce lieu aux autres milieux avoisinants. Les espèces animales peuvent ainsi circuler à nouveau, apportant le retour d'une grande biodiversité. Mais pour cela, il n'est pas question de semer n'importe quelle graine. Les espèces végétales sauvages locales sont plus résistantes aux conditions et menaces propres à ce territoire, fortes de leur adaptation due à des millions d'années d'évolution. Avec l'Office français de la biodiversité, le conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées a participé à la création d'un label végétal local qui permet de certifier en fait les semences qui vont être récoltées. Donc cette certification elle permet de s'assurer que la récolte se fait dans de bonnes conditions, qu'on est bien avec du végétal sauvage et qu'on respecte les populations qui sont en place de manière à maintenir aussi l'habitat naturel sur lequel on vient prélever. En tout cas, moi, depuis que je fais ce métier-là, je découvre clairement le pouvoir qu'ont les végétaux, l'intelligence qu'ils ont entre eux de pouvoir constituer des habitats si diversifiés, d'être eux-mêmes autant diversifiés et aussi toutes les utilisations en fait, qu'on peut en avoir. Et ça, on l'a oublié. Dans cette prairie, il y a des espèces qui sont médicinales. Donc qui sont utiles pour les animaux. Là, tout à l'heure, l'éleveur me disait c'est super parce que pour les brebis, cette plante, elle est anti-inflammatoire, etc. Mais aussi pour nous, en fait.
Et ça, je pense, c'est des choses qu'on a tendance à oublier. Et avec l'utilisation du végétal sauvage et local, à mon avis, c'est des choses qu'on va forcément retrouver parce qu'on n'est plus juste sur le côté productif ou le côté esthétique en horticole, par exemple. On est aussi sur qu'est-ce que tout ce végétal apporte et tout ce qu'il y a autour. Peut-être serait-il temps de redonner une place à ce règne végétal, de réfléchir à notre relation et nos responsabilités envers lui. Ce que j'aimerais, le rêve, je fais un rêve, c'est que tout citoyen, dès sa naissance ou ses premières années, soit instruit et éduqué pour comprendre ce qu'est un arbre, comment ça pousse, comment ça vit. Pas pour faire des scientifiques, des armées de scientifiques, pour faire des citoyens éclairés qui connaissent le monde végétal et qui savent que le monde végétal est fondamental pour la vie sur la planète. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que nous sommes en grande majorité des citadins, nous sommes devenus des citadins, et nous sommes tous atteints de cécité botanique. Dans nos villes ou dans nos campagnes même, ça devient un décor. Et comme c'est un décor, ça ne bouge pas, ça ne mord pas, ça ne crie pas, on ne le voit plus et donc on ne s'y intéresse pas. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir à la place de l'homme dans tout cela, de se rendre compte finalement que nous ne sommes qu'une espèce parmi les autres. On n'est pas au-dessus, on n'est pas au bout, on est dans un arbre de parenté, on est une des feuilles de cet arbre, exactement comme cet arbre-là. C'est toujours bien de s'intéresser au monde qui nous entoure aussi pour se replacer au bon endroit et cesser de se croire en dehors de ce vivant. On peut apprendre à vivre avec elles différemment. On peut apprendre à vivre mieux avec elles, à mieux les respecter, mais aussi à faire qu'on collabore mieux avec elles. Donc c'est une nouvelle alliance qu'il faut avoir avec les plantes et je pense que on a des éléments maintenant pour commencer à bien y réfléchir. À la fois dans les pratiques agricoles, pratiques forestières, à la fois dans le droit, qu'est-ce qu'on a droit ou pas de faire avec les plantes. Et c'est pas une vision simpliste, il ne s'agit pas de dire voilà c'est juste ça qu'il faut faire. Il faut vraiment se poser et réfléchir ensemble. Je pense que de ça sortira quelque chose de plus intelligent sur la façon de vivre avec les plantes. Et ça j'espère vraiment qu'on va y arriver. En me lançant dans ce projet, j'étais loin d'imaginer découvrir une telle ingéniosité du monde végétal. Des révélations incroyables sur un univers fascinant, si proche de nous, pourtant encore assez méconnu. J'ai trouvé des êtres qui ont des fondamentaux équivalents aux nôtres, se développer, se nourrir et se défendre. Catherine m'a même confié que nous partageons 30% de gènes avec une carotte ou encore avec une limace, car tous les êtres vivants descendent d'un ancêtre commun, partageant 30% de gènes identiques. Nous pouvons nous sentir déstabilisés en apprenant que les plantes ont des sens similaires aux nôtres. Il est désormais vital de faire connaître le monde végétal pour ce qu'il est, afin de changer nos visions et rapports envers lui. La plupart des débats qui s'ouvrent à chaque nouvelle découverte montrent que nous sommes encore loin de l'estimer à sa juste valeur. Je pense qu'il faut revoir aujourd'hui nos définitions et arrêter de considérer notre modèle humain comme celui de référence. Il faut s'ouvrir, élargir nos consciences à d'autres formes de vie auxquelles nous sommes profondément liés. J'espère que toutes ces petites graines germeront bientôt et nous donneront envie de nous reconnecter au monde végétal et animal. Que nous trouverons ensemble comment mieux vivre en harmonie avec ce vivant.